La revue de presse signée Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, il y a de la consternation et de l'effroi. Libération, Vi är danskere, nous sommes danois. Var matin, terreur sans frontières, 20 minutes, le même cauchemar, la montagne, sanglant mimétisme. Le Figaro, l'Europe face à la contagion islamiste. Et le Parisien, apprendre à résister. Pendant ce temps, on suit le passage à l'Assemblée de la loi Macron et curieusement avec des lectures assez différentes. Il y a l'option relativement neutre des Échos. Travail dominical, ce qui va changer. Mais à l'intérieur du journal, on attend déjà les prochains épisodes de la libéralisation. Il y a le chapeau bas de l'opinion pour les pépites cachées de la loi Macron. Toutes ces petites avancées sur le front de la déréglementation. Et puis, à l'autre bout du spectre, il y a l'humanité, qui rappelle le combat des socialistes en 2009 contre les projets de la droite sur le travail dominical. Emmanuel Macron donne nos dimanches au patron. On commence avec Copenhague, évidemment, qui prend beaucoup de place dans vos journaux. Bien sûr, et c'est l'idée du long terme en fait qui s'impose ce matin dans les éditoriaux. Dominique Garot dans la Charente Libre parle de ces imitations sanglantes qui ne cesseront plus de revenir. Mais dans cette guerre dont certains n'hésitent plus à parler, les positions ne sont pas exactement les mêmes. Le choix des mots est crucial. Il y a les éditoriaux comme celui de Libération où on ne trouvera pas les mots islam ou islamisme. Le problème, c'est le terrorisme, le totalitarisme. Au contraire, l'éditorial du Figaro entend visiblement mettre les pieds dans le plat. Le titre, le cancer de l'islam radical. Partout sur la planète, on tue au nom de l'islamisme, écrit Yves Tréhard. Mais il précise encore un peu plus sa pensée. Le problème est le même, dit-il, quel que soit le modèle, multiculturaliste ou républicain. Aussi, l'on peut évoquer les problèmes d'intégration ou d'insertion, mais, écrit le journaliste, quel que soit le contexte, à Paris comme à Copenhague, à Ottawa comme à Sydney, c'est toujours Allah qui est le prétexte d'odieux assassinats. Dévorés par leur haine de ce que nous sommes et par leur antisémitisme, écrit-il, ces fanatiques veulent nous empêcher de vivre libres. Ce constat, on le retrouve un peu dans la prose d'Alain Duzard dans l'Est républicain. À rebours de cet imam danois cité dans Libération et qui explique que c'est parce que l'identité est prise en otage par l'extrême droite que de jeunes musulmans ne se sentent pas danois, l'éditorialiste, lui, pointe l'angélisme d'un pays où l'on considère les candidats au djihad, dit-il, comme des victimes. Dans la République des Pyrénées, Jean-Marcel Bougreau cite une tribune d'une ex-ministre danoise qui osait écrire aux musulmans de son pays « Nous vous avons accepté et maintenant c'est à vous de montrer le respect nécessaire vis-à-vis de notre société et des valeurs sur lesquelles elle est construite. » Un sentiment, estime l'éditorialiste, aux portes de l'islamophobie. Entre ceux qui n'osent pas nommer et ceux qui, dans leur colère, englobent tout le monde, il reste à trouver la mesure. Vous parliez du choix des mots tout à l'heure, Natacha. Ceux de Benjamin Netanyahou font parler ce matin. Mais oui, parce qu'une fois de plus, le complément quasi naturel, dirait-on, d'un attentat contre la liberté d'expression, eh bien, c'est un crime antisémite. Et cette fois, une synagogue où des dizaines d'enfants étaient réunis pour une bar mitzvah. Et une fois de plus, les Européens juifs s'interrogent. Alors, dans le Figaro, le président de l'Union des étudiants juifs de France dit le sentiment d'avoir été abandonné. Il regrette le temps qu'il faut pour prononcer le mot antisémitisme face à l'évidence. Il raconte ses interventions dans des lycées, face à des classes, notamment dans le 18e arrondissement de Paris, dont les 4/5e, dit-il, se demandent à qui profite le crime. Vous comprenez le sous-entendu. Il évoque surtout les propos de Benjamin Netanyahou invitant les Juifs au départ. Pour ma part, dit-il, je suis français et patriote. Sur le site Causeur, Elisabeth Lévy, elle, s'énerve. Puisque le Premier ministre israélien s'adresse à moi, je lui demanderai, avec tout le respect que l'on doit à sa fonction, de se mêler de ses affaires, c'est-à-dire de celles des électeurs qui lui ont confié le pouvoir. Elle qualifie de cynisme cette façon d'utiliser les événements et elle s'insurge qu'on puisse conseiller la peur à des populations. Du reste, dit-elle, si je renonçais à défendre mes idées ici, que me resterait-il à défendre là-bas ? Alors nous sommes Danois, nous sommes la France, tous ensemble. Et si, Natacha, les séries télé que nous dévorons en disaient long sur nous ? Mais oui, c'est un article passionnant dans les pages télévision du Monde. Un article sur le travail d'un sémiologue. Vous savez, ces chercheurs qui étudient les signes comme manifestation du sens. Lui, il est spécialiste des séries télévisées. Et il s'interroge sur la signification d'une tendance majeure, l'extension de l'immoralité et des héros négatifs dans les séries, Game of Thrones, etc., etc. Je me demande, dit-il, si l'immoralité de ces héros n'est pas un signe prouvant que dans nos sociétés occidentales, la conscience morale tend à disparaître au profit d'une conscience juridico-humanitaire. Notre seule barrière, donc, ce ne serait plus le bien et le mal, mais le droit. Est-ce sans conséquence sur notre façon d'aborder le monde, s'interroge-t-il ? Je ne peux pas le dire. C'est peut-être infinitésimal, mais peut-être pas. Une perspective bien triste à présent.
Oui, c'est aussi dans Le Monde, qui poursuit sa série d'enquêtes sur les crimes contre l'environnement et qui nous emmène cette fois-ci en Inde, assister au crépuscule d'un seigneur. Nos enfants grandiront sans doute dans un monde sans tigres à l'état sauvage. Parce que des populations pauvres préfèrent aider les trafiquants pour quelques pièces, parce que la médecine chinoise prête des vertus à chaque parcelle du corps des tigres et parce qu'il y a tant d'autres urgences. Là, vous me faites plaisir parce que vous finissez avec la formidable Marion Ruggieri, qu'on adore ici. Parce que moi aussi, parce que les mots ont leur importance. Et bien, dans l'éditorial de Elle, Marion Ruggieri s'interroge sur le sens d'une étrange inversion. On ne souhaite plus une bonne journée, mais une belle journée. Et non plus une bonne année, mais une belle année. Et à côté de ça, observe-t-elle une jolie jeune femme que l'on aurait autrefois qualifiée de gironde, calipige ou gaulée, n'est plus belle, mais bonne. Alors ça va devenir compliqué, dit-elle, quand les Marseillais devront appeler la Vierge la belle-mère. Et pourquoi pas, ajoute-t-elle, se souhaiter une belle bourre. Bon, elle craint surtout, en fait, une guerre des anciens et des modernes, qu'on ne se comprenne plus. Mais oui, parce que quand on ne parle pas le même langage, quand on ne nomme pas les choses, par fausse pudeur, par vrai aveuglement, eh bien on ajoute au malheur du monde. Voilà, elle a une formidable plume et une formidable voix, Marion Ruggieri, qu'on retrouve à 15h. Il n'y en a pas deux comme elle sur Europe 1 et elle recevra cet après-midi Pierre Berger et Jonathan Lambert. Quant à vous, Natacha, je vous souhaite quoi, une belle journée ou une bonne journée? Eh bien une bonne journée. Une bonne journée. Et on se retrouve demain à 8h30 sur Europe 1 pour la revue de presse.